pour des millions de familles françaises. Ces gros volumes rouges et dorés, ce n'est pas juste une encyclopédie. C'est un souvenir, c'est un meuble, c'est presque une partie de l'ADN familial. Mais voilà, derrière la nostalgie se cache un secret commercial vieux de 100 ans. Allez, on plonge dans l'histoire de tout l'univers pour découvrir comment une idée du 19e siècle a réussi à conquérir les salons du 20e. Pour quiconque est né entre, disons, 1955 et 1985, cette image est ultra familière. C'était presque le décor obligatoire de la maison de classe moyenne, le symbole de l'ambition culturelle des parents. Qu'on l'ait dévorée pour faire un exposé ou qu'elle ait simplement pris la poussière, sa simple présence disait quelque chose. Ici, on croit en l'éducation. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Parce que cette encyclopédie, ce n'était pas juste un livre, non, c'était un produit commercial pensé dans les moindres détails, une véritable machine de guerre marketing conçue pour s'installer durablement dans les foyers. Son succès ne doit absolument rien au hasard. On pourrait facilement croire que cette formule magique date des 30 Glorieuses, l'âge d'or de la consommation de masse. Mais la vérité, elle est bien plus surprenante. Le plan, le blueprint du succès de tout l'univers avait déjà été testé et perfectionné un siècle plus tôt. Alors d'abord, il faut savoir que Hachette n'a pas tout inventé de zéro. L'idée de base, c'est une importation très intelligente d'Italie, où une encyclopédie du nom de Conoscirier faisait un véritable carton. Hachette a juste flairé la bonne affaire et a transposé le concept en France. Mais la véritable architecture commerciale, elle, est encore plus ancienne. Et voilà, on arrive au cœur de notre analyse. Le point crucial, c'est que le succès de tout l'univers est une transposition quasiment parfaite du modèle économique que l'éditeur Kerr-Jules Hetzel a utilisé pour vendre les romans de Jules Verne un siècle avant. Les produits changent, les époques changent, mais la stratégie commerciale, elle, reste la même. Alors, comment est-ce que ça fonctionnait, ce système de génie ? On va décortiquer ensemble les 4 mécanismes brillants qui ont fait de cette encyclopédie un succès phénoménal. Et vous allez voir, ces mécanismes sont toujours d'actualité. La toute première clé, c'est le saucissonnage. Soyons honnêtes, personne ne se lève un matin en se disant « Tiens, je vais claquer l'équivalent de 600 francs dans une encyclopédie ». Par contre, acheter un petit cahier illustré pour quelques francs chaque semaine, ça, tout le monde peut le faire. Cette fragmentation rendait le coût total presque invisible, complètement indolore. C'était le petit rendez-vous du mercredi, le jour des enfants. Ça ne vous rappelle rien ? Mais si, c'est exactement ce que font les plateformes de streaming aujourd'hui pour nous garder accros. Un épisode par semaine, ça crée une habitude, un rituel, et ça transforme un visionnage ponctuel en une fidélité à long terme. Hachette avait compris ça 60 ans avant tout le monde. On passe à la deuxième clé. Et là, attention, c'est un détail technique qui est en réalité un coup de génie psychologique. La pagination continue. Chaque nouveau fascicule ne recommençait pas à la page 1. Non, il continuait là où le précédent s'était arrêté. La conséquence de ce petit détail est énorme. Un fascicule tout seul n'avait aucun sens. Il appelait le précédent et le suivant. Si on abandonnait la collection en cours de route, on se retrouvait avec une œuvre mutilée, incomplète. C'est un système qui joue sur le biais des coûts irrécupérables. On a déjà tellement investi qu'on ne veut surtout pas tout perdre. Et là encore, la modernité est juste frappante. C'est l'ancêtre du lock-in, de l'enfermement dans les écosystèmes numériques. Quitter Apple ou Spotify, c'est abandonner des années de playlists, de photos, d'applications. Eh bien, Hachette avait créé un enfermement sur papier où abandonner était psychologiquement bien plus coûteux que de continuer. La troisième clé, c'est l'objet lui-même. Une fois qu'on avait acheté les fascicules, il fallait bien les ranger. Et là, Hachette proposait cette fameuse reliure rouge en ski vertex. Et ce n'était pas juste une protection, c'était une vraie transformation. La collection passait du statut de magazine éphémère à celui de mobilier culturel, permanent. Ça illustre parfaitement le parallèle avec l'éditeur Hetzel. Ces cartonnages de luxe pour les romans de Jules Verne, ce n'était pas juste des couvertures. Ça signalait le statut d'une famille. La reliure rouge de tout l'univers jouait exactement le même rôle. Elle disait au monde entier, dans cette maison, on prend le savoir au sérieux. Allez, on passe à la dernière clé. Et là, on ne parle plus du produit, mais de sa vente. Une fois la marque bien installée, Hachette a déployé une véritable armée de représentants en porte-à-porte. Et leur technique de vente était redoutable. Leur argumentaire était une petite merveille de psychologie appliquée. Le vendeur ne vendait pas des livres à un enfant, non. Il vendait une promesse d'avenir aux parents. Avec cette encyclopédie, votre enfant réussira à l'école, il aura un meilleur avenir. Refuser, c'était prendre le risque de priver son enfant d'une chance. La transaction n'était plus commerciale, elle devenait purement émotionnelle. L'histoire aurait pu s'arrêter là.
Mais le plus impressionnant, c'est la capacité de la marque Tout l'Univers à survivre à son propre support papier et à traverser les époques. Regardez un peu cette chronologie. La marque a surfé sur absolument toutes les vagues technologiques. Du papier, elle est passée au CD-ROM dans les années 90, puis à un site web payant au début des années 2000, avant de revenir au papier sous des formes modernisées. La leçon est limpide. La véritable valeur de Tout l'Univers n'était pas dans le papier. Elle était dans la marque elle-même. Un nom, une promesse de savoir fiable, une réputation. Et cet actif immatériel, il a pu être décliné sur n'importe quel support. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien retenir de cette histoire vieille de plus de 60 ans ? Eh bien, en fait, les stratégies de Tout l'Univers sont un manuel intemporel pour n'importe qui crée et vend du contenu aujourd'hui. On peut en tirer 7 leçons fondamentales. D'abord, fragmenter les paiements pour que ça ne fasse pas mal. Ensuite, créer un effet d'enfermement pour fidéliser. Proposer un bel objet physique de collection pour la valeur perçue. Vendre une promesse, une identité, pas juste un produit. Bien faire la différence entre l'acheteur et l'utilisateur final. Penser sa marque au-delà des supports du moment. Et enfin, ne jamais hésiter à adapter intelligemment ce qui fonctionne déjà ailleurs. Au fond, toute cette saga nous enseigne une chose essentielle. Les technologies et les noms des entreprises évoluent, mais les principes fondamentaux pour vendre du contenu de valeur, eux, sont remarquablement stables. Le point crucial à comprendre, c'est que les bons systèmes commerciaux ne sont pas des inventions de rupture. Ce sont des redécouvertes. Ils fonctionnent parce qu'ils s'appuient sur des ressorts psychologiques qui, eux, ne changent pas. Le besoin de statut, la peur de manquer quelque chose, l'inertie ou la satisfaction de collectionner. Ça nous laisse avec une question fascinante. Si une vieille encyclopédie peut nous apprendre autant de choses sur les modèles d'abonnement de Netflix ou de Spotify, quelles autres stratégies centenaires se cachent sous une apparence de nouveauté, dont les objets et les services qui nous entourent aujourd'hui ? La réponse est probablement juste là, sous nos yeux.